La politique s'impose à l'entente de cette édition. Une délégation de l'Institut national de sécurité du Nigeria a effectué un voyage d'études dans le cadre de la coopération sécuritaire ce jeudi 31 juillet 2025 à N'Djamena. Cela s'inscrit dans la droite ligne d'un programme de formation sur le rôle des acteurs non étatiques dans la consolidation de la paix. C'est la grande salle de réunion de la Direction générale de la police nationale qui a servi de cadre à cette rencontre. On fait le point avec Oumana Filbert. C'est bien plus qu'un voyage d'études. 18 auditeurs, hauts cadres experts en sécurité venus du Nigeria, ont foulé le sol tchadien. Placé sous le thème « Les acteurs non étatiques dans la gestion de la sécurité en Afrique. Enjeux, défis et perspectives pour la paix et le développement ». Cette mission se veut une plateforme de dialogue et d'interconnexion sécuritaire entre les deux pays. Les échanges présidés par le contrôleur général, Paul Manga, directeur général, premier adjoint de la police nationale, ont mis en lumière l'importance d'une coopération ouverte. Dans son propos de bienvenue, il a rappelé que le Tchad est une terre d'hospitalité et de coopération. Soyez assurés de notre engagement à faire de votre séjour un moment riche en découverte, en apprentissage et en fraternité sécuritaire. Au cours des discussions, l'organisation de la police nationale tchadienne, les défis sécuritaires liés aux contextes locaux, les réponses communautaires, mais aussi la coopération avec les acteurs non étatiques. Des expériences qui un simple déplacement protocolaire incarne un engagement ferme en faveur d'une Afrique en paix. Face à des menaces qui ignorent les frontières, le Tchad et le Nigeria montrent la voie d'une sécurité concertée, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Page éducation de cette édition, président hier la sortie des élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration. Entendez, et non, le chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a insisté sur le recyclage des agents de l'État, la promotion féminine et l'implication des personnels, sinon des personnes vivant avec un handicap. Alphonsine Madilom revient sur les préoccupations du chef de l'État. L'éducation est un élément clé pour impulser les réformes institutionnelles. Ceci afin de mieux aider la jeunesse à s'adapter de manière permanente aux initiatives éducatives. Pour ce faire, l'ENA constitue un cadre idéal et indiqué dans lequel seront renforcées et développées les formations qui permettront d'accompagner cette nouvelle administration avec pour ambition de faire de la promotion féminine et de la question de la situation des personnes vivant avec un handicap une certitude. Dans cette même optique, je demande à la direction générale à faire l'effort pour porter le nombre des élèves de la promotion suivante à 350 avant d'envisager une augmentation progressive des effectifs, tout en encourageant les candidatures féminines et celles des personnes en situation de handicap, afin que la fonction publique reflète la diversité et la richesse humaine de notre cher et beau pays. S'agissant du prochain concours, le chef de l'État a insisté sur le mérite et la transparence. S'agissant du concours prochain, j'exhorte le directeur général de l'ENA ainsi que tous les membres du jury à veiller à qu'il soit organisé dans la plus grande transparence. L'administration doit se distinguer par sa disponibilité de proximité avec ses usagers, sa rapidité d'accès, mais surtout sa créativité d'action. Je veux une administration debout, solide et transparente. Elle doit être cohérente, juste et capable d'assumer ses responsabilités avec fermeté. Je veux une administration débarrassée de la corruption, une administration productive, prompte et résolument tournée vers le numérique. Il est essentiel d'associer à cette volonté le recrutement de ces jeunes à la fonction publique. Ceci afin de contribuer efficacement à faire rayonner l'image de l'éducation tchadienne. Merci Madilom Alphonsine. À travers le projet à la page, 25 maîtres communautaires sont en formation. Le but de cette formation est d'améliorer l'apprentissage et la qualité des maîtres communautaires. Ce projet est mis en œuvre par le consortium humanitaire d'inclusion en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Fierté Ouattara, notre correspondante à Doba, nous fait le point. Sous l'initiative du projet à la page,
8 jours durant, les 25 maîtres communautaires venus des provinces du Mandoul et Logone oriental ont été formés sur les méthodes d'apprentissage inclusive, des approches différenciées, les enjeux liés à l'éducation inclusive, notamment l'accueil et l'accompagnement des enfants vivant avec un handicap ou en situation de vulnérabilité. Retour sur la quintessence des différents thèmes abordés avec les formateurs. Nous avions parcouru beaucoup de thèmes, tout le thème sur l'organisation de la classe, le thème sur l'enseignement inclusif, les apprentissages, l'enseignement de la géographie au SEM, la géométrie, système métrique, le thème, enfin, le dernier thème de la journée est axé sur l'évaluation. Ce que c'est que l'éducation inclusive, il consiste à mettre tous les enfants vivant avec les handicaps dans le même pied d'égalité que les autres enfants, puisque ceux-là aussi ont le droit à l'éducation, à la santé et tout. Ils sont marginalisés surtout par la communauté. Les appréciations des différents participants. C'est la première fois qu'on nous a donné cette notion pour que devant la situation, c'est-à-dire devant les élèves, il faut tenir compte des élèves qui ont des problèmes. Il faut que l'enseignant soit à mesure de les prendre en compte. Avant, on ne connaît pas comment tenir une classe inclusive. Mais maintenant, on nous a donné le canevas de donner l'enseignement inclusif et c'est un enseignement de qualité. Pour Sou Alain, chef du projet à la page Humanité Inclusion, cette formation est un point de départ vers une pratique renouvelée, plus inclusive, plus professionnelle et plus adaptée à la réalité de leur communauté. Le délégué de l'éducation au Logone oriental, l'Éridam Djoingue Robert, les invite à mettre en exergue les acquis reçus de la plus belle manière. Je tiens surtout à vous rappeler que la vraie réussite de cette formation se mesurera sur le terrain à travers la mise en pratique effective de ce que vous avez appris ici. Je vous exhorte donc à porter les valeurs de qualité, d'équité et d'inclusion dans toutes vos interventions. Je vous exhorte donc à porter les valeurs de qualité, d'équité et d'inclusion dans toutes vos interventions. Les participants auront pour mission de retour dans leur classe à promouvoir l'éducation inclusive, assurer la protection de l'enfant en situation de handicap et adapter les méthodes d'enseignement aux besoins de tous les apprenants. Autre volet de l'actualité, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel entendait amont organiser une journée d'échange et de dialogue avec les responsables des médias, les organisations professionnelles et les journalistes. C'était ce matin au ministère des Affaires étrangères. Elle a pour but d'insuffler une nouvelle dynamique dans leurs relations. Les propos de la présidente de l'AMA, Alimé Assadia Ali, sont recueillis et proposés par Chanel Alao et Ronel Karel. Nous avons voulu donc avoir cette journée pour qu'on puisse échanger avec l'ensemble des professionnels du secteur pour qu'on soit au même niveau d'information quant aux défis, perspectives, mais aussi notre mission et l'exercice quotidien de la profession. Nous sommes au début d'une nouvelle mandature à la tête de la HAMA et il n'y a pas très longtemps, il y a beaucoup d'incompréhension entre la HAMA et les médias. Donc aujourd'hui, nous avons voulu nous asseoir ensemble. On a commencé par rappeler un peu les missions de la HAMA, les textes qui encadrent l'exercice de la profession, qui soient réglementaires ou juridiques, le code d'éthique et de déontologie, quelles sont les relations que différents acteurs peuvent avoir avec la HAMA dans son fonctionnement quotidien, mais aussi écouter les professionnels sur leurs préoccupations, sur les défis de la profession, sur les défis du moment et sur les perspectives qu'on peut avoir ensemble. Et Dieu merci, à l'issue de la journée, je pense qu'on a échangé, on a beaucoup appris. On nous a fait beaucoup de reproches aussi. Et je suis sûr que la prise en compte et la mise en œuvre des recommandations, des reproches nous permettront d'avancer plus sereinement. Aujourd'hui, qu'est-ce que les professionnels veulent? Ils ne veulent pas beaucoup de choses. Garantie de sécurité dans l'exercice de la profession, protection, accès aux sources de l'information, avoir un environnement économique qui soit viable et qui permet d'exercer sereinement
à l'enveloppe de l'aide à la presse qui puisse évoluer pour permettre aux médias de faire face à cette précarité économique, adapter un peu les textes pour qu'ils répondent au contexte, mais aussi accompagner les professionnels de la presse dans le domaine de la formation. Parce que les contextes évoluent, la technologie évolue, elle se développe et nous devons nous former continuellement pour être au même diapason que nos autres confrères ailleurs, mais aussi pour pouvoir répondre aux défis de l'heure, parce qu'aujourd'hui la technologie a tellement évolué, aujourd'hui tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais nous on n'est pas préparés. Donc il nous faut former, accompagner dans la formation pour avoir les compétences nécessaires, et je pense que la finalité commune pour nous tous, c'est d'avoir une presse responsable, dynamique et professionnelle. En société, le monde célèbre ce 31 juillet la Journée internationale de la femme africaine. C'est une célébration annuelle dédiée à la reconnaissance du rôle et des contributions des femmes africaines dans divers domaines. Cette journée met en lumière les défis auxquels elles sont confrontées dans leur vie quotidienne et c'est également l'occasion de promouvoir l'égalité des sexes et de sensibiliser aux enjeux liés aux droits des femmes en Afrique. Larissia Gakou nous en dit un peu plus. C'est en 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie, lors de la conférence des femmes africaines, que cette journée du 31 juillet trouve sa source. Les militantes et dirigeantes de plusieurs pays qui ont pris part à cette conférence ont discuté des conditions et du rôle de la femme dans la lutte de l'indépendance et le développement. L'objectif de cette journée est de sensibiliser aux droits des femmes et aux inégalités persistantes sur le continent. Encourager la participation des femmes dans les sphères politiques, économiques et sociales. Favoriser l'échange d'expériences et la solidarité entre les femmes africaines et celles de la diaspora. Mettre en avant les contributions des diverses femmes africaines dans divers secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat. Il est à signaler que les femmes représentent environ 50% de la population, mais très peu sont présentes dans les instances décisionnelles. Malgré les nombreuses luttes des organisations et associations, le chemin reste encore loin pour que la femme africaine puisse trouver la place qu'elle mérite dans la société. Il faut rappeler qu'au Tchad, le travail à faire est encore énorme car la place de la femme tchadienne dans la société est marquée par des traditions fortes, des inégalités persistantes, des difficultés à accéder aux postes clés dans les administrations, la discrimination dans le travail pour ne citer que cela. Aujourd'hui, l'on peut se réjouir d'une représentation de 40% des femmes dirigeantes d'entreprises, bien que l'accès aux finances reste un défi. Avec l'avènement du numérique, la femme africaine doit se former aux compétences numériques, s'assurer que sa voix soit entendue dans les discussions et prises de décisions continentales. Merci, Larissia Gakutu. Le consortium UNICEF, ministère de la Communication et de l'Union des journalistes tchadiens, s'est échangé avec les journalistes points focaux issus des différents médias privés et publics sur l'importance de vulgariser et de sensibiliser en faveur du programme élargi de vaccination. Cette rencontre a eu lieu ce matin à la Maison de la Presse du Tchad. Notre reporter Mistangar Victor a pris part à ces échanges. Suivez son reportage avec Mouss Gazimbaï Anastasie. C'est autour du thème « Épidémie évitée, vie sauvée, le pouvoir de la vaccination au Tchad » que les journalistes points focaux du consortium UNICEF ministère de la Communication à travers le programme de plaidoyer et de communication et l'UJT ont eu à échanger avec les experts de l'UNICEF et du ministère de la Santé publique sur cette problématique. Espace qui a permis aux journalistes de mesurer leur rôle dans la sensibilisation du public sur l'importance de vaccination au Tchad. Face à certaines barrières traditionnelle et à la désinformation croissante, il est essentiel de promouvoir une culture de la santé, d'informer nos populations que la vaccination sauve des vies. Nous devons sensibiliser nos communautés, encourager les familles à faire vacciner leurs enfants et à comprendre l'importance des vaccinations régulières. Le respect du calendrier vaccinal permet d'éviter, de prévenir et de sauver des vies des couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants, des maladies comme la rougeole, la poliomyélite et bien d'autres maladies épidémiologiques. Depuis plus de 2 siècles, les vaccins ont
grandement réduit les effets catastrophiques de maladies telles que la variole qui est complètement éradiquée, la poliomyélite dont les efforts sont consentis et continuent d'être déployés pour être éradiqués, et la rougeole qui est sensiblement réduite et pour laquelle le monde se fixe l'objectif d'éliminer. Dans une posture de prévention et de lutte pour l'éradication des maladies épidémiologiques, le ministère de la Santé publique et de la Prévention, par l'entremise du programme élargi de vaccination, introduit de nouveaux vaccins afin d'immuniser au maximum les enfants contre certaines pathologies évitables par la vaccination régulière. Actuellement, nous sommes à 11 vaccins qui permettent de protéger les enfants et les femmes enceintes contre 13 maladies. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est qu'en 2030, 90% des enfants et des femmes enceintes soient vaccinés. Si on prend 100 enfants au Tchad, que 90 de ces 100 enfants-là soient vaccinés complètement. Malgré les avancées constatées en termes de nombre important d'enfants vaccinés, beaucoup reste à faire dans la sensibilisation. Certains parents, emportés par des préjugés, ne font pas vacciner normalement leurs enfants suivant le calendrier vaccinal. C'est là l'apport des journalistes Point Focaux est attendu. Toujours en société, le Centre pour le dialogue humanitaire a organisé un atelier d'échange sur le dialogue inclusif et consultatif à l'intention des autorités locales et des acteurs communautaires. Cela s'est déroulé à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. C'est le secrétaire général de la province représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Gigadoum Ngardojum, qui a présidé la cérémonie. Plus de précisions, suivez le reportage de Jimram Assio. Cet atelier a pour objectif de faire une analyse communautaire des conflits dans le sud du Tchad, notamment la situation de Mandakao et ses environs, mais d'identifier aussi des moyens afin d'atténuer ou de prévenir tout conflit. Il se veut un cadre où des pistes de solutions seront proposées par les membres des réseaux des médiateurs et d'autres acteurs locaux pour répondre rapidement en cas d'une situation conflictuelle. À l'ouverture des travaux, le représentant de HD, Nadi Lumbay, a indiqué que les conflits intercommunautaires et transfrontaliers font des dégâts énormes, raison pour laquelle le Centre de dialogue humanitaire en fait son cheval de bataille. Depuis son arrivée au Tchad en 2017, le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG de droit suisse, est spécialisée en médiation, œuvre pour atténuer et résoudre les conflits grâce au dialogue et à la médiation. C'est dans ce cadre qu'à partir de novembre 2024, le Centre pour le dialogue humanitaire met actuellement en œuvre un projet visant à diminuer les conflits locaux tout le long des routes de la transhumance. Ce projet est dénommé Atténuation des impacts des conflits intercommunautaires en Afrique centrale. Pour le secrétaire général provincial, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Gigadoum Ngardojum, cette rencontre est au centre de la politique des plus hautes autorités du pays. Selon lui, ces autorités accordent une attention particulière aux activités de dialogue sur le vivre ensemble. La province du Logone oriental a récemment connu une recrudescence alarmante des conflits intercommunautaires, particulièrement violents dans les départements de la Niapende et de Mont-de-Lam, avec comme corollaire plusieurs pertes en vie humaine et des dégâts matériels très importants. Cette rencontre de dialogue inclusive et constructive entre les autorités locales, les leaders communautaires et les membres des réseaux des médiateurs agro-pastoraux du Logone oriental s'inscrit dans la droite ligne des politiques du gouvernement, au permanent duquel le maréchal Mbadis président de la République, chef de l'État, qui met au centre de ses préoccupations la cohésion sociale. C'est pourquoi nous devons soutenir cette initiative de HD et je vous exhorte donc à donner les meilleurs de vous-même en participant activement et de manière positive au débat durant ces 2 jours de rencontre pour que les résultats escomptés soient atteints. À noter que c'est au total 47 participants venus des 6 départements de la province du Logone oriental prennent part à cet atelier. Jimram Bossi, merci pour ce reportage.
En culture, le mariage, autrefois considéré comme un symbole d'amour et de consentement de deux conjoints de la communauté, a pris une autre tournure dans le pays avec la modernisation de nos jours. Le mariage au pays Mundang ne se fait plus comme entre-temps où les Mundang se marient entre eux, mais il est élargi à d'autres communautés ou ethnies. Cette manière vise essentiellement la cohabitation, le brassage et le vivre ensemble entre toutes les communautés nationales. Suivez le reportage de Yaki Lydia. Dans chaque communauté, le mariage a un mécanisme et son processus de déroulement. Mais chez les Mundang, il se planifiait parfois bien avant, à la petite enfance des prétendants. Autrefois, le comportement, le caractère et la beauté d'une mère étaient une source d'attraction de prétendants pour la jeune fille et du père pour le garçon. Avant, pour avoir une fille, tu vas commencer à la proposer à bas âge. Et là, tu demandes pourquoi, parce que tu connais son père et profondément, tu connais sa maman. C'est la maman que le monde en compte beaucoup. Quand on vient en mariage là, c'est pas pour la beauté. Mais c'est quand on te dit que sa maman là, c'est une femme. Son père là, c'est un homme. Pourquoi ça? Parce que le monde, son premier machin, il n'aime pas le paresseux. Et quand ton fils va aller prendre la main d'une fille d'un paresseux, il va te donner aussi un paresseux. Une qui vole. Son père est voleur ou sa maman est voleuse. La maman n'est pas respectueuse. Le monde ne veut pas. Et là, à partir de 10 ans, là, tu es derrière la fille. Là, jusqu'à des années. Et là aussi, il y a des gens qui regardent le caractère de cette fille. Là. Arrivé à un âge de mariage maintenant, tu fais ce que les parents demandent. Le processus de la dot est aussi tout particulier. La dot chez les Mundang ne se fait pas sentir car elle reste un symbole d'amour et d'union de deux familles. La dot là, ça se paye pas tigotal. Ça veut dire que tu as demandé la main, tu as donné les moyens de sacrifice, tout. Après, bon, le père va demander peut-être un bœuf, 2 bœufs, et puis il va te dire, moi je veux 8 bœufs, mais dans ça, là, donne-moi 2, comme ça. Et puis progressivement, ça dépend des années que tu as de moyens, tu donnes, et ça finit. Et chez nous, on dit que la donne ne finit pas. Pourquoi ils font ça? Parce que quand la fille va chez son mari, elle a des difficultés, au lieu que ça soit seulement le problème de son père et sa maman, ça devient le problème familial. Parce que de nos jours, le mariage a perdu sa valeur au détriment des apports extérieurs et du modernisme chez la communauté Mundang. Ce fait est accompagné d'énormes conséquences telles que le divorce précoce, chose qui impacte négativement sur la tradition, les exigences et la culture de ce peuple qui, reconnu pour leur attachement à la valeur traditionnelle. Le mariage intercommunautaire n'est pas forcément un déroutement de l'exigence culturelle, mais plutôt il pourrait être une source de découverte, de cohabitation et de brassage culturel. Le portrait de la semaine est consacré à Ntigile Mbayel Roulard, urbain, maître de conférence en sciences de l'éducation du CAMES. Il est le seul à sauver l'honneur du Tchad. Il est également, sinon actuellement, enseignant-chercheur à l'école normale supérieure de Bongor. Un portrait dressé ici par Bainadi Nicolas. Ntigile Mbayel Roulard, urbain. Il s'agit de lui. La cinquantaine, bien sonnée, vient de passer maître de conférence en sciences de l'éducation. C'était lors de la 47e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, tenu dans le courant de ce mois en N'Djamena, la capitale tchadienne. Il est le seul enseignant-chercheur à franchir ce cap parmi les nombreux candidats qui ont postulé pour ce grade universitaire très prisé qui permet d'afficher fièrement le titre de professeur. Ça n'a pas été facile. J'ai publié 24 articles. 2 livres et j'ai participé à 7 colloques. Il faut dire qu'en dehors de ces articles, ces publications, il y a aussi les services rendus à la communauté maintenant. Quelle est l'utilité de l'intellectuel pour la société? Et ça c'est un aspect très important que
le CAMES vient d'introduire dans le parcours des anciens chercheurs. Il s'agit donc, en dehors des activités universitaires, d'impacter positivement sur la vie sociale de nos concitoyens. Il faut dire que Djigmbaye le Rollard urbain est un bosseur et il a toujours brillé de mille feux à l'école. Il a fait un parcours scolaire et universitaire sans faute qui lui a permis d'enchaîner successivement le brevet d'études du premier cycle BPC, le baccalauréat à 4 licences en sciences sociales, puis un master de recherche à Yaoundé et en France et ensuite un doctorat en sciences de l'éducation avec la mention très honorable du jury. Le plus prévisible, c'est le grade de maître de professeur titulaire. Pour devenir professeur titulaire, donc, il faut donc faire des publications. Il faut écrire un ouvrage. On dit au minimum 8 publications. Et un ouvrage seul. Il faut donc participer à des recherches. Il faut il faut enseigner. Puisque comme enseignant-chercheur, nous avons 2 missions. La première mission, c'est la mission d'enseignement. Donner des connaissances aux jeunes qui nous sont confiés. Les former pour la société. Mais la deuxième mission aussi, c'est la recherche. Avant de parvenir à ce haut sommet, il a été tour à tour directeur du collège Sacré-Cœur de Bébitia, ensuite recteur du moyen séminaire Saint-Jean de Pala, directeur d'internat au collège Saint-Michel de Douala, proviseur du lycée Padre Pio de Bébitia. Bardé de ce diplôme universitaire, il a été appelé à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation comme enseignant-chercheur. Il a fait ses preuves au sein de cet établissement d'enseignement supérieur avant d'être affecté à l'école normale supérieure de Bangor. Et l'éducation est donc un élément de base fondamental pour une société durable, pour une société cohérente et pour une société donc plus harmonieuse. Et plus on forme des jeunes qui ont un niveau élevé, plus ils sont capables donc de transformer la société dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, nous avons nos institutions universitaires qui sont arrêtées, qui arrêtent le cursus majoritairement au niveau de master. Je crois qu'il faut faire des efforts. Et faire des efforts pour donc pousser les jeunes à aller plus loin. Outre la recherche, il est consultant indépendant dans plusieurs domaines. Il est également responsable des enseignants pédagogiques en master à l'école normale supérieure de Bangor. C'est un enseignant compétent et travailleur. Ses expertises avérées sont reconnues par ses collègues et étudiants qu'il encadre. De bons témoignages fusent de partout dans le milieu universitaire à l'égard de cet enseignant modèle. C'est un homme affable et très sobre. Son humilité a été toujours appréciée par ceux qui ont eu à le côtoyer. C'est un homme de dialogue et d'écoute. Aujourd'hui, il est parvenu à ce grade universitaire supérieur. Il va désormais encadrer les doctorants. Bon vent aux maîtres de conférences pour le rayonnement de l'enseignement supérieur. Hors de nos frontières, en Centrafrique, le chef rebelle et ancien ministre Armel Sayo a été entendu ce 30 juillet 2025 pour la première fois depuis son arrestation par le juge d'instruction. Son apparition a mis fin aux rumeurs des inquiétudes de ses proches comme quoi il serait assassiné suite à son silence pendant les 3 semaines depuis son retrait de sa cellule du camp de Roux le 8 juillet dernier. Écoutons à ce sujet Kawobari Maloum Esther. Une apparition publique pour clore les supputations. Alors que ses proches s'inquiétaient d'être sans nouvelles de lui depuis 3 semaines et que le gouvernement a été contraint de démentir les rumeurs d'un assassinat. Le chef rebelle Armel Sayo a été entendu pour la première fois par le juge d'instruction en charge de son dossier, mercredi 30 juillet. S'il est apparu menotté et encadré par un fort déploiement sécuritaire, sa simple présence au palais de justice de Bangui a toutefois suffi à rassurer ses proches. Armel Sayo semble en bonne forme et ne présente pas de signes apparus de blessures ou de mauvais traitements, a constaté l'un d'entre eux. Armel Sayo passait qu'une heure dans le bureau de juge accompagné de son avocat. Il a ensuite été ramené à l'office central de répression du banditisme où il est sous la garde direct des mercenaires de Wagner. Jusqu'à ce mercredi, sa famille était sans nouvelles de lui depuis qu'il a été extrait de sa cellule du camp de Roux. Le 8 juillet dernier, alors
alors que ni la MINUSCA ni la Commission nationale des droits de l'homme n'ont pu lui rendre visite. Selon certaines sources, Armel Sayo aurait été déplacé à la suite de rumeurs sur une possible tentative d'évasion, voire de coup d'État. Ancien ministre, Armel Sayo avait repris les maquis jusqu'à son arrestation au Cameroun au mois de janvier, promettant de faire tomber le président Touadéra à la tête d'une coalition militaire pour le salut du peuple et le redressement. Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Electron FM, c'est ici que s'achève cette dernière édition du mois de juillet. Merci de votre fidélité. Ce fut un grand plaisir pour moi d'être en votre compagnie tout le long du mois de juillet. Merci à la régie. En attendant de vous retrouver très prochainement sur les antennes d'ITV, vous retrouverez demain Milamon Firmin pour le 19h30 d'ITV. Au revoir et surtout, portez-vous bien. Futur.